Les étudiants chinois ont appris que leurs ancêtres avaient organisé leur propre proto-État le long du Yangtze ou du fleuve Huanghe il y a déjà 4000 ans. Pendant cette période, de nombreux empires remarquables ont émergé à travers le monde. On pourrait citer les empires assyriens, ottomans, romains ou perses, entre autres. Tous ces empires se sont élevés puis effondrés. Les Chinois sont fiers du fait que malgré des hauts et des bas temporaires, leur empire est le seul à avoir perduré jusqu'à aujourd'hui et à retrouver de la puissance. Au milieu du XIXe siècle, notre point de vue aurait été différent. Le continent européen, depuis l'époque des premières découvertes géographiques maritimes au XVe siècle, a commencé à croître en puissance à un rythme sans précédent. Poussé par la concurrence interne entre des royaumes en guerre, le travail gratuit de millions d'esclaves et le progrès technologique des premières étapes de la méthode scientifique. L'Europe a progressivement étendu sa sphère d'influence jusqu'à ce qu'au XIXe et XXe siècle, elle englobe le monde entier sous sa pression. Après les guerres de l'opium, la Chine de la dynastie Qing s'est aussi effondrée. Les empires européens, d'abord espagnols et portugais, puis néerlandais, allemands et surtout britanniques, ont fait de l'Europe le centre du monde. Les Européens ont diffusé leur civilisation en fondant des colonies, notamment en Amérique du Nord, où Néerlandais, Français et Britanniques se sont installés. Nourris par les excellentes conditions géographiques de l'intérieur de l'Amérique du Nord et par la sophistication technologique et civilisationnelle des Européens émigrés, un arbre a grandi, qui finirait par éclipser le chêne européen dominant, les États-Unis d'Amérique. En 1945, l'Amérique a finalement pris le manteau du leadership à l'Europe, établissant un nouvel empire, dominant le monde, selon certains, l'empire le plus puissant que le monde ait connu jusqu'à ce jour. Cependant, si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que l'extrapolation de l'état actuel vers l'avenir n'est pas une bonne méthode de prédiction. Le cycle impérial s'est perpétué sans interruption durant des millénaires. Naissance, prospérité, apogée, déclin et dissolution ou transformation. Aujourd'hui, les trois centres de pouvoir s'inscrivent aussi dans cette roue de l'histoire. Néanmoins, ce serait également une erreur de croire à l'extrapolation de l'état actuel vers l'avenir. Il est également faux de croire que le cycle impérial suit un déroulement linéaire et prévisible. Certaines périodes peuvent durer longtemps ou être très courtes, certaines phases se chevauchent ou peuvent même être sautées. Et pourtant, c'est un fait que dans la troisième décennie du XXIe siècle, il y a un affrontement des ordres libres, les trois plus grands centres de pouvoir de la planète Terre. Et bien qu'ils ne se définissent pas eux-mêmes comme trois empires, à des phases de croissance différentes, les États-Unis, l'Europe et la Chine possèdent chacun leurs propres avantages et leurs propres faiblesses. Ils sont séparés par des milliers de kilomètres et situés dans des régions différentes. Et bien qu'il semble que l'un soit en phase de croissance, un autre à son apogée et le troisième en déclin, nous devons garder à l'esprit que les apparences peuvent être trompeuses. Dans les années 1980, l'Union des républiques socialistes soviétiques était une puissance militaire majeure, avec le plus grand arsenal nucléaire et la deuxième économie mondiale. Aussi récemment qu'en 1988, les soviétiques ont lancé leur propre navette spatiale, Buran, et ont été les premiers à envoyer en orbite la première station spatiale nommée Mir. 3 ans plus tard, l'Empire s'est effondré sous son propre poids. Que signifie l'affrontement des empires ? À quoi cela ressemble-t-il ? Découvrons-le. Bienvenue au 20e rapport. Cet épisode ne sera pas une tentative classique de classer nos 3 protagonistes selon des mesures économiques, militaires ou technologiques globales. Nous traiterons ces domaines, mais le monde étant très nuancé et interconnecté, les évaluations superficielles sont souvent trompeuses. Ainsi, ce sera un récit quelque peu subjectif et le voyage à travers ces 3 centres de pouvoir les plus puissants, à l'issue duquel nous pourrions être encore plus perplexes quant au verdict final.
Commençons par la systématisation. L'Encyclopædia Britannica définit un empire comme une grande entité politique, dans laquelle la métropole ou une autorité souveraine unique exerce un contrôle sur un territoire de grande étendue, ou sur certains territoires ou peuples, par annexion formelle ou diverses dominations informelles. Alors que nous n'avons aucun problème avec une telle définition dans le cas des États-Unis et de la Chine, le problème se pose rapidement avec l'Europe. En théorie, l'Europe possède son propre organisme centralisateur, l'Union européenne. Pourtant, l'autorité de Bruxelles sur les États membres est loin d'être totale. Quelqu'un d'autre pourrait dire que le véritable centre de décision est Berlin, en raison de son influence économique sur le continent et de ses efforts diplomatiques au sein de l'Union. Cependant, bien que l'Europe ne corresponde pas à la définition classique d'un empire, elle possède de nombreuses caractéristiques qui en réalité font du vieux continent un empire. Les États européens conviennent de repousser les attaques des deux autres empires et se consolident à des fins défensives. En allant plus loin, l'empire européen, qui se compose de nombreuses nations distinctes, une autre caractéristique d'un empire, s'efforce d'étendre naturellement son ordre, ses valeurs, ses normes et ses comportements. Par exemple, sous la forme d'un élargissement officiel des structures de l'Union européenne ou sous la forme d'une expansion économique. De plus, il est capable de défendre ses normes à ses frontières, par exemple en Ukraine, bien que l'étendue de l'implication soit un sujet à discuter séparément. De plus, il ne s'agit pas seulement d'une frontière territoriale, mais d'une frontière civilisationnelle, de valeurs et de normes auxquelles les Ukrainiens veulent appartenir. Même en réfléchissant à la structure du pouvoir, nous pouvons habiller l'Europe de vêtements impériaux. L'Europe ne dispose pas d'un centre de décision unique dominant les autres, mais elle se compose de nombreux centres de pouvoir, petits et grands. Par conséquent, nous pouvons envisager l'Europe comme le Saint-Empire romain germanique du XVe siècle, dans lequel chaque principauté a ses électeurs, mais ils n'élisent pas l'empereur. Au contraire, les décisions sur une question résultent de négociations. Dans le Saint-Empire romain germanique, l'empereur avait un rang élevé, mais sans l'accord des électeurs et des États, il agissait peu. De même, dans l'Europe d'aujourd'hui, les principaux quorums et les votes à la majorité ou à l'unanimité au sein du Conseil exigent des compromis entre les États. Les décisions résultent de négociations, comme au Landtag ou au Reichstag médiéval. Pour les raisons évoquées ci-dessus, l'Empire européen n'a pas été présenté dans cet épisode comme l'Union européenne, mais comme un collectif, élargi à la Grande-Bretagne, la Norvège et la Suisse. Les trois pays fonctionnent selon le même ensemble de normes et de valeurs. Leurs échanges économiques avec l'Union sont prédominants et leur politique au niveau international est similaire en raison du canon de valeurs mentionné précédemment, et des menaces perçues de façon semblable, comme l'aide à l'Ukraine et la position impériale de la Russie. Surtout, ils sont étroitement liés à l'Europe géographiquement. Ainsi, la Grande-Bretagne, malgré son héritage lié aux États-Unis de Donald Trump et sa rupture avec l'Union européenne lors du Brexit, se rapproche aujourd'hui de l'Europe. Pour les mêmes raisons, nous n'avons pas inclus certains États des Balkans dans l'Empire européen, dont les normes et les valeurs sont souvent infiltrées par des puissances régionales, turques ou russes, et sont donc incompatibles. Ni l'Ukraine, qui est en train de passer du joug de l'Empire soviétique et de ses successeurs à l'Empire européen, avec un résultat de cette transition qui reste encore inconnu aujourd'hui. Après cette division subjective, nous pouvons attribuer à chacun une série de valeurs fondées sur des mesures courantes. Le Fonds monétaire international indique que le produit intérieur brut nominal de la Chine et de l'Union européenne est proche, à 19 200 et 22 000 milliards de dollars respectivement. Cependant, après avoir inclus les trois pays hors de l'Union européenne, à savoir la Grande-Bretagne, la Suisse et la Norvège, le produit intérieur brut de l'Empire européen s'élève à 25 300 milliards. Malgré cela, cela reste 5 000 milliards de moins que le produit intérieur brut des États-Unis, qui selon le fonds atteindra 30 500 milliards cette année. Fait intéressant, si l'on considère la parité de pouvoir d'achat, on obtient presque une image miroir.
Les Américains restent à 30 500 milliards, servant de référence, tandis que l'Europe les dépasse avec 35 000 milliards. Et les Chinois dominent tout le monde dans cette variante, avec une économie de 407 000 milliards de dollars. Certes, la crédibilité du produit intérieur brut comme indicateur ultime de puissance est discutable, mais il apporte deux informations importantes. Premièrement, en termes de grands ensembles, les trois centres sont proches les uns des autres en potentiel global. Deuxièmement, cela montre qu'aucun quatrième acteur similaire ne peut actuellement prétendre à ce rang. Le produit intérieur brut nominal du Japon et de l'Inde ne représente que 20% de celui de la Chine et 16% de celui de l'Europe. Il faut toutefois noter que le long terme avantage l'Inde. Une grande démographie, une politique autonome et un seuil de départ bas signifient que, dans une perspective de plusieurs décennies, avec de bonnes décisions, Delhi a une chance de rattraper le peloton dès aujourd'hui. Selon la parité de pouvoir d'achat, l'Inde représente plus de 57% de l'économie américaine, 48% de l'économie européenne et 44% de l'économie chinoise. Bien que, comme le montrent par exemple les affrontements actuels avec le Pakistan, la route sera semée d'embûches et rien n'est acquis d'avance. L'Inde possède en abondance ce que l'ensemble du monde développé et la Chine ont, et elle aura un excès de population. La Chine était récemment le pays le plus peuplé, mais aujourd'hui c'est l'Inde. Il ne devrait pas se plaindre d'un déficit humain, puisque le royaume du milieu compte officiellement 1,4 milliard d'habitants. Cependant, il y a plusieurs problèmes avec ce chiffre. Premièrement, de nombreux indices suggèrent qu'il est artificiellement surestimé. Certains experts, comme le démographe Yi Fu-Zhen de l'Université du Wisconsin, estiment que les données officielles concernant la population chinoise sont gonflées, potentiellement même de 10% ou plus, en surestimant le nombre de naissances et en sous-estimant le nombre de décès, peut-être pour gonfler les chiffres à des fins économiques. Cependant, plus de 1,25 milliard de personnes, c'est toujours près de 4 fois la population des États-Unis, qui est de 334 millions et plus, du double de la population de l'Europe. Cependant, cette information seule donne une impression illusoire de domination totale de la Chine. Pékin, à cause de la politique de l'enfant unique, a supprimé chez les Chinois le désir d'avoir des enfants. La politique contrôlée, de manière centralisée, bien qu'abandonnée il y a une décennie, n'a absolument pas changé les décisions des Chinois. De plus, les directives du parti se superposent à un processus observable dans le monde entier, à savoir que, à mesure que l'aisance de la société augmente, son désir d'avoir une descendance diminue. Ainsi, le taux de fécondité en Chine est dramatiquement bas, à un enfant par femme. Il y a 50 ans, c'était 6. Le renouvellement des générations s'obtient avec 2,1 enfants par femme. Cela conduit à des prévisions catastrophiques pour la société chinoise qui, sans correction, pourrait diminuer de 2 voire de 3 fois d'ici la fin de ce siècle. Quelqu'un pourrait dire que les Américains et les Européens ont le même problème, c'est à la fois vrai et faux. Malgré un indice de fécondité inférieur à 2,1 pour les deux, il demeure bien supérieur à celui de la Chine. En Europe, l'indice de fécondité moyen est de 1,38 contre 1,60 aux États-Unis. Cependant, l'essentiel est que les deux empires favorisent l'immigration, même si la politique de la porte ouverte y est aujourd'hui fortement restreinte. Ce n'est pas une expression de fermeture envers les personnes de l'extérieur, mais simplement un changement attendu et nécessaire dans l'approche de la manière dont les deux centres décident d'admettre les gens, le seuil d'entrée étant relevé. L'Amérique et l'Europe souhaitent surtout accueillir des immigrants de qualité, compatibles culturellement et économiquement avec leurs valeurs. L'efficacité de cette approche reste difficile à prévoir. Certes, cela ne sera pas facile, mais il est improbable que l'Amérique et l'Europe réduisent leur société bientôt. On ne peut pas en dire autant de la Chine, qui est une société culturellement fermée et hermétique. Les problèmes de la Chine ne s'arrêtent pas là. La société ne fait pas que diminuer, elle vieillit aussi. On estime qu'en 2050, près de 500 millions de Chinois
soit presque une personne sur deux, auront plus de 60 ans, et rappelons-nous qu'en Chine, l'âge de la retraite commence déjà à 55 ans, voire 50 ans pour les femmes, et à 60 ans pour les hommes. Et bien qu'il existe des plans pour relever progressivement l'âge de la retraite des femmes et des hommes chinois d'ici 2040, l'ensemble du système de retraite et de l'économie, et donc le contrat social dans son ensemble, sera soumis à une pression croissante. Bien sûr, le phénomène du vieillissement de la société ne concerne pas uniquement la Chine, il touche aussi l'Europe et l'Amérique. Mais tout d'abord, il est atténué par l'immigration de personnes généralement jeunes, ainsi que par de meilleurs soins de santé pour les personnes âgées et de meilleures conditions de travail, qui au cours de la vie des aînés étaient en moyenne nettement moins pénibles dans les deux empires occidentaux, d'où un seuil de retraite aussi bas pour les Chinois. Les effets des problèmes démographiques seront un enjeu majeur pour le Parti communiste chinois, à moins qu'il ne trouve un remède efficace. Il n'est pas nécessaire que ce soit appliqué positivement. Les États autoritaires ont toujours la possibilité d'utiliser la force contre leurs citoyens afin d'obtenir le résultat attendu. Il ne s'agit pas de recourir à la force, mais d'imposer des sanctions si sévères, comme pour l'absence d'enfants, que les gens seraient économiquement contraints d'en avoir. On pourrait appeler cela une politique de l'enfant unique inversée. Cependant, de nombreux problèmes accompagnent ce type d'ingénierie sociale, comme l'a montré la politique de l'enfant unique. Ce n'était pas un problème pour le Parti communiste chinois auparavant, donc cela ne devrait pas l'être aujourd'hui non plus. Cependant, si les Chinois n'inversent pas cette tendance, la chute démographique pourrait devenir une raison cachée d'une trajectoire de collision accrue. 2 des 3 empires s'installent davantage aux États-Unis et en Chine. Pourquoi l'Europe est-elle absente de cette équation ? La guerre cinétique potentielle des empires contemporains est généralement analysée en excluant l'Europe pour une raison simple, l'absence d'un centre de décision unifié. Sans cela, un empire ne peut mener une guerre au sens conventionnel. Comme mentionné, l'Europe peut aussi s'étendre sur les plans économiques, culturels ou idéologiques. Seules les récentes actions de l'administration Trump envers l'Europe étaient clairement offensives, la considérant comme une concurrente. Pourtant, ces actions semblent minimes face à l'approche de Trump envers la Chine. L'épisode d'avril de la guerre commerciale a porté les barrières tarifaires à des niveaux astronomiques. Et ce n'est qu'une autre étape de l'escalade multidomaine qui se poursuit entre les deux puissances depuis au moins une décennie. La complexité des relations sino-américaines apparaît à plusieurs niveaux. La guerre commerciale, initiée en 2018 par l'administration Trump, avec des droits de douane sur 34 milliards de produits chinois, continue et s'aggrave. Parallèlement, un conflit technologique se joue, dans lequel les États-Unis accusent Pékin de violation systématique de la propriété intellectuelle. Des exemples incluent l'affaire de 2020 où le FBI a accusé des scientifiques chinois de vol de technologie dans des universités américaines. Le département du commerce des États-Unis a inscrit plus de 600 entités chinoises sur une liste d'entités, y compris des géants comme Huawei ou Semiconductor Manufacturing International Corporation, les coupant effectivement des fournisseurs américains de semi-conducteurs avancés. En octobre 2022, Washington a imposé des restrictions inédites, empêchant la Chine d'accéder aux puces d'intelligence artificielle et aux équipements de production avancés. Dans le domaine stratégique diplomatique, les Américains essaient de construire un cercle d'alliances autour de la Chine, Quad, Australia, United Kingdom, United States et de nombreuses alliances bilatérales. La Chine réagit avec des initiatives comme la ceinture et la route. Tout finit en guerre cinétique. Les États-Unis multiplient les patrouilles de leur marine en mer de Chine méridionale pour s'opposer aux revendications chinoises. Ils s'entraînent régulièrement avec leurs alliés, comme lors de manœuvres avec les Philippines, l'Australie ou le Japon dans le Quad. Ils agissent par peur d'un scénario catastrophe. Une tentative d'invasion directe de Taïwan par la Chine qui menace depuis au moins 10 ans. Selon Pékin, cela ne cessera que lorsque l'île fera partie de la République populaire de Chine. Cela doit arriver au plus tard
en 2049 pour le centenaire du Parti communiste chinois. Et ici, nous revenons à la trajectoire de collision mentionnée et à la démographie. De nombreux éléments laissent penser que c'est précisément maintenant que la Chine est dans la meilleure position pour mettre en œuvre des plans dont la réalisation nécessiterait une force brutale. La démographie peut être un facteur clé de motivation. Chaque année, il y aura de moins en moins de Chinois, l'âge moyen des Chinois augmentera et le système social interne sera soumis à une pression croissante. De nombreux signes montrent que le modèle de gouvernance et le contrat social du Parti communiste chinois s'épuisent. Ce modèle, basé sur de grands investissements de plus en plus insensés, l'inondation du monde avec des exportations et la suppression artificielle de la demande intérieure, cesse de remplir ses fonctions de croissance. Si l'indicateur de croissance du produit intérieur brut de Pékin chute, alors qu'il est déjà artificiellement modélisé pour la propagande, cela révèle l'état des tensions internes en Chine. Mais si la Chine de Xi Jinping rencontre des problèmes, ces problèmes n'étoufferont pas soudainement l'élan dans lequel la Chine se trouve depuis 40 ans. Le problème pourrait s'aggraver dans les prochaines décennies. Les plus hautes autorités à Pékin, compte tenu de tous les facteurs, leur position aujourd'hui largement reconnue comme bonne pourrait se détériorer. Ensuite, le chaos sous la gouvernance de Donald Trump. Troisièmement, la position forte de leur allié, la Fédération de Russie. Et quatrièmement, l'apathie persistante de l'Europe. En tenant compte de tout cela, la Chine peut estimer que la troisième décennie du XXIe siècle est le meilleur moment pour agir de manière agressive. La faiblesse des concurrents et l'audace d'agir. Bien sûr, le résultat d'une guerre ouverte à propos de Taïwan est difficile à prévoir. Tout dépend de la position et de l'implication des États-Unis. Les simulations de guerre du Centre d'études stratégiques et internationales de 2023 montrent que la coalition des États-Unis, de Taïwan et du Japon a remporté la victoire dans la plupart des 24 scénarios, mais ils l'ont payé cher avec la perte de dizaines de navires, de centaines d'avions et de dizaines de milliers de soldats. D'un autre côté, rappelons que les Chinois ont un avantage presque absurde dans l'industrie de la construction navale. Actuellement, on dit que la Chine a une capacité de production navale 230 fois supérieure à celle des Américains. Cela concerne le potentiel global, militaire et civil. Il est bien connu que les technologies à double usage sont au cœur de la politique de Pékin dans de nombreux secteurs. Un récent rapport du Centre d'études stratégiques et internationales souligne que la domination chinoise repose sur les commandes étrangères et le transfert de technologies. D'ici 2030 déjà, la marine chinoise devrait avoir 141 navires de plus que la marine américaine. Oui, le potentiel moyen des navires reste du côté américain, avec des porte-avions puissants en première ligne. Cependant, de plus en plus d'éléments indiquent qu'en cas de guerre, les grands éléphants blancs devront se cacher dans les coins. Aujourd'hui déjà, ils subissent des attaques, même d'ennemis aussi primitifs que les milices Houthis. Récemment, le porte-avions United States Ship Harry Truman aurait été contraint d'effectuer une manœuvre soudaine pour éviter les tirs des Houthis, ce qui a entraîné la chute d'un fighter attack, 18 Super Hornet, d'une valeur de 60 millions depuis le pont. La nécessité d'un virage soudain peut signifier que le missile Houthi a contourné le système de défense multicouche du géant américain. Du côté américain, cependant, c'est certainement l'avantage sous-marin qui, dans le cas du détroit de Taïwan, sera extrêmement important. Le simple fait d'échanger des arguments montre à quel point les deux camps ont un potentiel similaire dans ce scénario. Il faut donc considérer d'autres facteurs, pas forcément technologiques. Côté chinois, il y a la géographie, la proximité de Taïwan et surtout l'asymétrie de l'engagement. En d'autres termes, si la Chine engageait toute sa puissance militaire pour prendre Taïwan, rien ne dit que les Américains répondraient avec le même degré d'engagement, et ils devraient le faire pour arrêter l'adversaire. C'est douteux. Les Américains sont-ils prêts à sacrifier des dizaines de milliers de marines pour défendre Taïwan? Si un camp mise tout, l'autre doit en faire autant. Même s'il y avait une telle volonté à la Maison-Blanche, ce qui est loin d'être certain, convaincre l'opinion publique qu'un tel sacrifice vaut un si grand prix
serait extrêmement difficile, d'autant plus que la politique actuelle de l'administration Trump, bien que belliciste envers la Chine, semble accepter la multipolarité du monde. Dans quel système les États-Unis veulent-ils être le principal guérillero sans se préoccuper du système? Toujours établir les relations bilatérales à partir d'une position de force. Alors le guérillero américain, bien qu'hostile envers le guérillero chinois de taille comparable, n'a pas besoin de s'intéresser à la protection du lémurien taïwanais. D'autant plus qu'il entrerait dans un combat désavantageux, exposé à de nombreuses blessures graves, voire mortelles, comme des attaques de missiles sur le territoire américain. Concernant le conflit entre les États-Unis et la Chine, le silence de l'Europe est paradoxalement positif pour les Européens. Les Américains obligent déjà, de manière informelle, certains pays européens, ainsi que l'ensemble de l'Union européenne, à prendre parti. Et bien que les Européens, pour des raisons culturelles, soient plus proches de l'Amérique, on ne peut pas l'affirmer catégoriquement. Le vieux continent danse au rythme de l'oncle Sam, ce qui est particulièrement visible après la salve de tarifs américains. L'Europe ne joue pas non plus avec le dragon chinois, bien qu'elle ait trop tardé à limiter l'afflux de produits chinois bon marché et à éliminer les fournisseurs locaux. Cette prudence mutuelle montre deux choses. Elle confirme encore que l'Europe est un pôle quasi-impérial à part. De plus, cela montre que l'Europe viserait à rester en marge d'un éventuel conflit entre les États-Unis et la Chine. Dans ce cas, la périphéricité est un avantage, surtout que les Européens doivent rester vigilants sur leurs frontières. Parce que, premièrement, l'Europe, à l'exception de certains éléments des capacités britanniques ou françaises, ne dispose pas de capacités expéditionnaires en haute mer. La Fédération de Russie exploiterait sans doute tout bouleversement géopolitique majeur, surtout si les Américains étaient absorbés par une guerre en Asie du Sud-Est. Un tel scénario ouvre la boîte de Pandore et constitue une fenêtre d'opportunité pour de nombreux acteurs potentiellement désireux d'en profiter. Cela pourrait être l'Ukraine, l'Iran, la Turquie, la Corée du Nord, Israël ou l'Inde. Plusieurs zones à la frontière russe pourraient en embraser. Moscou pourrait donc devoir se limiter à des actions défensives ou à soutenir l'armée populaire de libération chinoise. Si l'Europe se prépare bien, elle pourrait être épargnée lors d'un possible prochain conflit mondial, ce qui en soi serait une grande réussite. Au XXe siècle, son rôle serait surtout une base industrielle, sans doute pour les Américains. Cette périphéricité, avantageuse ici, n'est pas uniquement géographique. L'Europe serait sans doute aussi directement impliquée dans ce conflit si elle avait le même profil que les Américains. En somme, contrairement à un empire traditionnel doté d'un centre de pouvoir et de ressources définies, l'Europe n'en dispose pas, ce qui est aujourd'hui vu comme l'une des principales faiblesses du vieux continent face à ses deux grands rivaux. L'Union européenne a été conçue comme une plateforme unissant les Européens au niveau humain, juste après l'apocalypse sanglante de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi comme un organisme unissant le potentiel généré collectivement par les nations européennes. Cependant, la première incarnation de ce projet, bien qu'elle ait accompli beaucoup de bonnes choses, a finalement échoué sur la voie de l'accumulation et de l'utilisation efficace de la totalité de son propre potentiel en un faisceau cumulatif. Bien que le projet de l'Union européenne ait reposé sur des bases solides, les démons européens sont revenus. Les États d'Europe, en particulier les plus petits et les moins aisés, croient fermement qu'il est possible de créer une entité qui pourrait simultanément promouvoir un développement équitable du collectif. Ensuite, appliquer la même mesure à chaque membre selon leurs besoins, puis préserver la liberté de chaque nation. C'était censé être un jeu à somme positive, cela a-t-il toujours été le cas? En réalité, les États européens, en particulier les plus puissants, avec la plus longue histoire ininterrompue, n'ont jamais cessé de placer l'intérêt national au-dessus de l'intérêt de la communauté. Il est d'ailleurs difficile de leur en vouloir, car cela a été leur impératif pendant des siècles. C'est précisément cela qui les a menés aux guerres sanglantes du début du XXe siècle. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est le rejet constant de ce fait empirique et sa dissimulation persistante dans le Forum européen.
Cela a été et reste très nuisible à l'idée pourtant essentielle de l'intégration européenne. Pourquoi nuisible ? L'intérêt pan-européen a servi de prétexte à la poursuite d'intérêts nationaux. Avec le temps, cela a érodé la confiance des nations dans le projet européen. 2 exemples majeurs l'illustrent. L'Allemagne a réalisé les projets Nord Stream, privilégiant ses intérêts et ceux de la Russie au détriment de l'intérêt de l'Union européenne, défini comme celui de la majorité des États membres. Résultat, la guerre en Ukraine, qui sans Nord Stream n'aurait peut-être pas eu lieu, car ils auraient renchéri le coût du conflit. Calcul pour Moscou, qui sentait que ses intérêts étaient trop souvent négligés ou que ceux d'autres nations étaient placés au-dessus des siens. Bien sûr, le bilan global du Brexit est discutable, mais le simple fait d'un tel sentiment collectif des Britanniques en dit long. La deuxième phase du projet de l'Union européenne devrait donc être sans ces illusions. Chaque pays européen continuera à poursuivre ses intérêts nationaux et les Européens devraient arrêter de croire le contraire. Cela signifie-t-il que le projet de l'Union européenne, à savoir la soi-disant intégration potentielle, doit être abandonné ? Absolument pas. C'est un objectif majeur face à 2 puissants empires en Extrême-Orient et en Occident, mais sa réalisation doit évoluer. La fragmentation de l'Europe est un problème, mais puisqu'il est aujourd'hui insurmontable, il vaudrait mieux l'exploiter que de lutter contre. Ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. J'ai décrit ce sujet plus largement, la faiblesse européenne et la recherche d'alternatives, dans l'épisode « L'Europe dans le processus darwinien de l'évolution ». L'Union, et plus largement l'Europe, devrait se concentrer sur l'identification efficace des intérêts communs de certains membres dans des domaines spécifiques. Les pays européens savent que la menace russe est vue différemment en Pologne, Estonie, Finlande, qu'au Portugal ou en Allemagne. Penser que l'Europe sera aussi impliquée dans cette affaire est donc illusoire. C'est pourquoi les nations d'Europe devraient avant tout s'unir autour d'intérêts communs. Lorsque cela est pris tout aussi au sérieux par les membres concernés, alors l'effet de la mise en œuvre d'une politique donnée sera plus efficace. D'où le nom de travail d'une telle approche. Union de coalition de bonne volonté. Cela n'exclut pas la recherche d'un intérêt commun pour tout le collectif, d'autant que beaucoup ont déjà été identifiés. Cela comprend la libre circulation des capitaux, des personnes et des biens, l'espace Schengen et l'union douanière, essentiels face à la crise tarifaire actuelle. En d'autres termes, il s'agit de naviguer avec sagesse entre les intérêts des membres individuels et l'intérêt commun. Ce dernier doit être recherché, mais non imposé par la force, en favorisant une centralisation rigide. Les caractéristiques de l'empire européen diffèrent de celles de l'américain ou du chinois, donc les méthodes de gestion doivent aussi varier. Oui, le manque de consolidation du pouvoir pose problème à de nombreux moments, mais d'un autre côté, on peut le comprendre comme une forme de diversification. L'idée de l'Europe comme entité diversifiée met en lumière une autre faille de la politique de l'Union européenne. Son modèle de centralisation imposé va souvent à l'encontre des dynamiques internes, créant des conflits, et nuit à la diversification européenne. Dans l'épisode mentionné ci-dessus, j'ai avancé la thèse selon laquelle la compétitivité et la rivalité des nations et des royaumes européens, surtout au cours du 2e millénaire de notre ère, bien que souvent brutales et sanglantes, ont conduit au progrès et au développement. De nouvelles idées étaient créées, testées par divers acteurs et les meilleures rapidement adoptées par les voisins. En général, l'Union commet une erreur stratégique dans de nombreux secteurs en imposant un seul modèle à tous les membres. L'Europe se prive ainsi de sa capacité à créer des idées compétitives et de leur concurrence naturelle. Bruxelles devrait superviser le mécanisme pour que la rivalité reste contrôlée, sans guerre, capter les meilleures idées et encourager, sans imposer, leur mise en œuvre. La diversification nationale présente aussi l'avantage que l'Europe n'est pas menacée par exemple par un scénario à la Trump. Parce que même si un dirigeant avec un tel profil apparaît à un endroit, alors premièrement, cela ne concerne qu'une petite partie de l'ensemble, et deuxièmement, cela est souvent compensé par un changement de politique dans un autre pays, car cela agit négativement
sur les chances de candidats similaires dans d'autres pays. La victoire des libéraux au Canada après le chaos Trump, alors qu'il semblait voué à la défaite, en est le dernier exemple. L'Europe possède donc de plus grandes capacités de stabilisation qui découlent naturellement de son caractère, et il y a une autre caractéristique qui contribue également à cette défense de la stabilisation. L'absence de centralisation forte du pouvoir signifie que l'Europe doit jouer principalement sur la défensive sur le plan géopolitique, non seulement en raison de sa fragmentation, mais aussi à cause de son environnement propre. Oui, parfois c'est un problème, mais notez que les empires meurent généralement pour la raison opposée, une expansion excessive que les anglo-saxons appellent la surexpansion impériale. Après une croissance rapide, unis par le succès et l'initiative, ils finissent par exiger trop, territorialement, militairement, financièrement, etc. L'autorité de l'Empire sur les périphéries est contestée, menant avec le temps à un effondrement soudain. Après le règne de l'empereur Trajan, qui a mené Rome à sa plus grande extension territoriale, l'Empire a commencé à souffrir de frontières étendues à défendre. Rhin, Danube, îles britanniques, de coûts militaires et administratifs excessifs et d'une bureaucratie croissante. En 476, l'Empire romain d'Occident est tombé. Napoléon, après plusieurs victoires rapides, étendit son règne de l'Espagne aux frontières de la Russie. La conquête de la Russie en 1812, menée par l'armée impériale sur des milliers de kilomètres sans soutien suffisant et dans des conditions extrêmes, fut un désastre. Sur les 400 000 soldats de la Grande Armée, seuls quelques milliers sont revenus. Ces pertes et la défense de multiples fronts ont accéléré la chute de l'Empire en 1814. À l'époque récente, on peut citer l'Union des républiques socialistes soviétiques et sa tentative infructueuse en Afghanistan, ainsi que ses efforts pour contrôler des dizaines de nations et de peuples. Même les Américains, dont les actions au Moyen-Orient ont accéléré la perte de leur primauté. L'Europe n'a pas ce problème, ce qui, sur le long terme, peut être perçu comme un atout. Et les atouts du vieux continent ne s'arrêtent pas là. Le caractère défensif de l'Europe se traduit en quelque sorte par un autre atout important, la cohésion interne. Si l'on considère les inégalités sociales, le vieux continent surpasse nettement les États-Unis et la Chine en matière de politique pro-sociale. En Europe, on accorde beaucoup plus d'attention aux soins de santé gratuits, à l'éducation ou à l'aide aux plus démunis. Bien sûr, le même effet peut être perçu comme un inconvénient par certains spectateurs, partisans d'un capitalisme dur. D'un autre point de vue, dépendre trop des programmes sociaux peut démotiver certains à travailler. C'est aussi vrai. Par conséquent, un équilibre sain et une conception judicieuse des politiques sociales sont essentiels pour aider les véritables exclus du système. Rattraper le peloton, sans démotiver le reste de la société à faire un travail créatif. La longévité des empires donc vient aussi du fait qu'un empire efficace ne laisse personne de côté lorsqu'il agit. Au bout d'un moment, beaucoup de personnes exclues par le système se réuniront pour vouloir le renverser. Certes, la politique sociale et le système fiscal varient selon les pays, mais l'Europe reste globalement plus équitable que l'Amérique ou la Chine. Comment le savons-nous ? Simplement en regardant la carte des inégalités mondiales ? L'Europe, avec l'Australie, est la seule grande île d'égalité nationale. Dans la plupart des pays européens, les 10% les plus riches détiennent 30 à 35% de la richesse totale, ce qui est très bon. La Chine et les États-Unis sont bien au-dessus de 40. La carte du coefficient de Gini, qui sert précisément à mesurer les inégalités, ressemble à cela. Ces cartes prouvent encore que l'Europe partage des valeurs, signe de cohésion impériale. Pendant ce temps, la Chine reste principalement divisée entre la côte Est riche et l'intérieur pauvre. Cependant, c'est les États-Unis qui occupent la première place tristement célèbre dans cette comparaison. Nous avons déjà mentionné cette statistique plusieurs fois, mais elle reste essentielle pour évaluer la situation intérieure du pays de l'oncle Sam, d'où l'intérêt de la rappeler. Les données de la Réserve fédérale pour le deuxième trimestre de 2024 révèlent un tableau alarmant de la concentration des richesses. Le 0,1% des Américains les plus riches
détient 21 000 milliards de dollars, soit 14% de la richesse nationale, tandis que le 1%, le plus riche, possède 46 000 milliards. Le 1% supérieur de la société possède une somme impressionnante, dépassant les 100 000 milliards, ce qui constitue jusqu'à 66% de toute la richesse américaine. En même temps, la moitié des Américains ne reçoit que 4 000 milliards, soit 2,6% du total. Les proportions sont choquantes. 334 000 personnes issues de la couche la plus riche possèdent 5 fois plus de richesses que 167 millions des Américains les plus pauvres. C'est important si l'on estime que les principaux facteurs pour renverser l'empire aux États-Unis tiennent précisément aux spécificités du système. En résumé, la démonstration ci-dessus des forces souvent non évidentes de l'Europe n'est pas accidentelle. Depuis quelques années, les faiblesses du vieux continent sont largement discutées et la dégradation de son statut fait consensus mondialement. C'est vrai. Nous-mêmes avons consacré beaucoup d'espace à l'analyse des mots européens et nous y reviendrons très bientôt. Mais comme on le voit, l'Europe a aussi ses atouts. Le simple fait qu'ils soient doux ne signifie pas qu'ils sont insignifiants, et nous n'avons même pas mentionné la puissance industrielle encore forte, ni le solide bagage scientifique et de recherche. Néanmoins, la perception négative, à juste titre, de l'état de l'Europe provient de l'évaluation de cet endroit à travers le prisme de plusieurs facteurs clés pour le monde du XXIe siècle. Ici, les faiblesses de l'Europe sont exposées, tandis que la Chine et surtout les États-Unis d'Amérique gagnent en puissance. Nous ne pouvons ignorer à quel point le monde moderne est numérique. Presque tous les appareils sont connectés à Internet, même des objets banals comme une sonnette. Et connecter ces appareils aux connaissances accumulées sur Internet dans le processus de développement de l'intelligence artificielle signifie que tout l'environnement technologique sera encore plus présent. Dans chaque activité que nous accomplissons chaque jour, la technologie du XXIe siècle donne le contrôle du XXIe siècle à celui qui la maîtrise le mieux. Et dans ce domaine, il y a un roi, les États-Unis d'Amérique. La force de l'Amérique aujourd'hui vient du fait que les Américains ont la main sur ce qui est peut-être la tendance mondiale contemporaine la plus importante. Bien sûr, cela n'est pas sans raison. Des Européens avides d'aventure et de pouvoir, après 2 siècles en Amérique du Nord, ont rompu la plupart de leurs liens avec la mère patrie et fondé un nouvel État. Rompre les liens, cependant, ne signifiait pas rompre avec l'héritage des ancêtres et leurs réalisations civilisationnelles, bien au contraire. Lorsqu'ils ont commencé à citer, écrivez-les sur une feuille blanche, contrairement aux nations d'Europe qui se querellent éternellement, et en utilisant les attributs incroyables offerts par la géographie de l'intérieur américain, guidée par le système du fleuve Mississippi. Le succès n'était plus qu'une question de temps. Malgré cela, il est impossible de nier l'action des premiers Américains. Leur succès n'était pas prédéterminé par des facteurs favorables. Ils se sont aidés eux-mêmes grâce à des décisions efficaces comme la politique industrielle hamiltonienne, l'abolition de l'esclavage ou la doctrine Monroe. Aucune de ces décisions n'allait de soi. La convergence de conditions géographiques favorables, du développement civilisationnel dès le premier jour du nouvel empire et de l'efficacité élevée des décisions stratégiques a mené l'Amérique au sommet. Il y a beaucoup de ces décisions. La classe politique américaine a longtemps su gérer avec brio des choix difficiles et souvent pris de bonnes décisions. Ils ont bien fait d'accueillir des scientifiques nazis, de créer Bretton Woods et de sortir de l'isolationnisme pour dominer le monde. Tout cela a fait que les plus grands talents sont venus en Amérique, dont le travail a été soutenu par le marché des capitaux le plus puissant, qui s'est renforcé grâce au rôle dominant du dollar américain. Cela reposait sur la force militaire la plus puissante de la Terre, protégeant tout le système opérationnel terrestre. Les Américains conservent largement ces avantages, tandis que la Chine, malgré son enthousiasme, commence à ralentir en interne. Je dirais que 7 experts sur 10 répondraient cela. C'est l'Amérique qui est en pole position dans cette course impériale.
Et personnellement, je signerai sous ce verdict. Subjectivement, et après une évaluation globale, ce sont les Américains qui possèdent encore tous les outils clés, y compris les talents et les matières premières pour l'innovation, même s'ils ont un problème avec les terres rares. Le capital et la puissance de mise en œuvre énergique, c'est-à-dire militaire. Trump a montré la fragilité de cet ordre quand la situation intérieure nous échappe, ou autrement dit, ses inégalités. Trump a été élu grâce à des personnes hors système. La partie la plus pauvre de la société a majoritairement voté pour lui. Il avait également le soutien de nouveaux magnates, des médias comme Elon Musk ou Joe Rogan, qui ne s'identifiaient pas non plus au contrat social actuel aux États-Unis et prônaient le changement. Les démocrates incarnèrent le statu quo, unanimement rejeté. Même après les actions absurdes de Trump, l'aversion envers les démocrates reste forte. Ils ignorent comment inverser les humeurs sociales très instables. La redistribution de la richesse qui afflue vers les États-Unis est extrêmement inégale, et cela, comme nous le savons par l'histoire, est un carburant pour la révolution. Trump a incarné la première voie d'opposition. Comme on le voit, cela ouvre la voie à une anarchie totale, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde façonné par les Américains. Le problème s'aggrave, car Trump exploite cette confusion à des fins égoïstes, et non pour un réel changement. Cela entraîne la baisse de l'efficacité de l'establishment américain, fondement du succès des États-Unis depuis 200 ans. Cela se voit, par exemple, dans la façon dont Washington est perdu lorsqu'il s'agit de définir sa propre position dans le monde. Les Américains refusent de défendre l'ordre qu'ils ont créé à cause de son coût, mais souhaitent en conserver tous les avantages. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Plus le problème du contrat social et de l'inégalité persiste, plus cela durera. La période d'inertie de l'Amérique dans la détermination d'une politique efficace risque de durer, et en même temps, la période d'érosion de la domination américaine. Toutes les discussions sur les tarifs, la politique industrielle ou le rôle du dollar ne sont que des dérivés de problèmes internes plus profonds. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette histoire et allons en tirer une conclusion synthétique. Selon les critères les plus stricts, les Américains étaient et sont toujours l'empire le plus puissant du monde. Les Américains ont su réunir technologie, capitaux, marchés, talents et armées en un algorithme de réussite efficace. Cependant, le succès n'est jamais acquis pour toujours, et il y a des obstacles sur la route du succès américain. Mu par le capitalisme, le jeune géant porte le fardeau de la domination des riches sur les pauvres. Le véhicule doit être réparé rapidement, sinon de graves conséquences pourraient survenir. Il y a 100 ans, les Américains étaient dans une situation comparable lorsque les réformes du New Deal de Franklin Delano Roosevelt ont réduit les tensions et les inégalités, lançant l'âge d'or de l'Amérique. Si les Américains sont au sommet, alors la Chine se tient dans leur dos, dont la société a toujours une soif de réussite et d'amélioration de sa situation de vie dans l'empire du milieu. Il y a toujours une grande fierté dans la façon dont le pays est sorti de la pauvreté totale pour être aujourd'hui présenté comme une puissance mondiale de premier plan, à égalité avec les États-Unis. Et c'est vrai, la Chine a vraiment de nombreux arguments en sa faveur. Le progrès technologique est impressionnant, les infrastructures sont peut-être les meilleures du monde. Militairement, seuls les Américains dépassent les Chinois. Ajoutez l'intelligence artificielle, les terres rares, véhicules électriques, électroniques, etc. Beaucoup d'arguments existent, mais encore une fois, le vrai problème reste le système. Depuis environ 50 ans, la Chine a su parfaitement combiner les avantages liés à l'adaptation au marché, le capitalisme et les bénéfices des interventions centrales pour contrôler la société. Après la révolution culturelle de Mao, une base très faible, puis une fusée, a propulsé la République populaire de Chine en orbite géopolitique. Cependant, le carburant de cette fusée s'épuise, et la gravité terrestre agit toujours. Et pour être franc, le modèle économique chinois cesse à nouveau de fonctionner. Vous trouverez plus d'informations dans l'épisode. La Chine est-elle le nouveau soviet ?
La raison principale de son échec est le système de la Chine communiste. À long terme, l'économie de marché libre l'emporte toujours sur une économie centralisée, et l'économie chinoise est de plus en plus contrôlée, car ses moteurs de croissance disparaissent. Premièrement, des investissements à rendement décroissant ou déficitaire, comme dans l'immobilier. Deuxièmement, l'emploi de main-d'œuvre bon marché. Troisièmement, un contexte économique favorable. En acceptant l'excès d'exportation chinoise, Xi Jinping cherche à maintenir la croissance du pays, mais cela devient de plus en plus difficile. De plus, la Chine demeure largement pauvre et deviendra bientôt l'une des sociétés les plus âgées au monde, et même 2-3 fois moins nombreuses. Alors, les images impressionnantes de drones sur TikTok font soudainement un peu moins d'effet. La Chine, paradoxalement, ressemble à l'oncle Sam. Vouloir garder le statu quo entraîne l'accumulation de problèmes non résolus. Cependant, il diffère de l'oncle Sam en ce que les grands problèmes sont arrivés à un stade plus précoce, c'est-à-dire moins prospère. La Chine vieillit avant de devenir riche. Subjectivement, le problème américain paraît plus facile à résoudre que celui de la Chine. L'Amérique est une plutocratie. En théorie, les riches doivent accepter une redistribution des richesses pour éviter de tout perdre, notamment après une guerre. Pendant ce temps, la Chine est une partocratie, un régime autoritaire à parti unique où le pouvoir réel appartient à l'élite bureaucratique du Parti communiste chinois. C'est bien plus difficile à partager que la richesse matérielle. Le nombre de places au sein de l'élite est limité et ne peut pas être augmenté artificiellement, ce qui accroît les menaces de remise en question du pouvoir. Il en va de même pour le manque ou la lenteur du développement, que nous commençons à percevoir en ne tirant nos connaissances que des gros titres de presse. L'Europe devrait être loin derrière ce duo. Ses marchés financiers sont fragmentés, sa capacité militaire faible, elle manque de ressources énergétiques et sa présence dans l'intelligence artificielle et les technologies est modeste. Comme démontré ici, l'Europe n'est pas condamnée à être dévorée. Chaque grand empire a son talon d'Achille. En Amérique, la répartition inégale des richesses et les tensions croissantes conduisent à l'anarchie politique en Chine. Le système politique tend à ignorer les signaux du marché pour maintenir la dynastie au pouvoir. Pour l'Europe, théoriquement, sa caractéristique inhérente, ce sont les divisions selon les lignes nationales. Ce sont précisément les divisions, et non l'intelligence artificielle, les voitures électriques ou l'armée. C'est le défi auquel le vieux continent doit répondre au plus vite. Je l'appelle délibérément un défi et non un problème, car c'est simplement une caractéristique, et non un dysfonctionnement de l'Europe contemporaine. Pendant ce temps, l'Europe, comme une fille rousse qui se teint constamment les cheveux en noir, essaie de lutter contre ce problème, alors que de nouveaux cheveux continuent de pousser roux. La première étape pour sortir de cette stagnation est d'accepter ce fait et d'adapter la politique européenne à ces signaux empiriques envoyés par la réalité. Alors, on peut discerner que les divisions européennes peuvent être reformulées en diversification européenne. Le nouveau contrat européen pourrait se distinguer par l'application de politiques variées. Parce que, d'abord, chaque pays et chaque société sont différents, et donc des méthodes différentes sont nécessaires. Ensuite, cela donne l'occasion de tester différentes solutions et modèles de développement. En partant du principe que toutes les nations européennes poursuivent d'abord leurs intérêts nationaux, les nations européennes, avec un esprit ouvert, chercheraient des intérêts convergents, que ce soit dans le cadre de coalitions de volontaires, par exemple face à la Russie ou à des intérêts impériaux. Il s'agit surtout d'actions défensives contre de grands acteurs géopolitiques ou de l'expansion économique et industrielle de l'Empire européen. Au-delà des divisions, une image claire d'une société égalitaire, industrialisée ou héritière d'une civilisation apparaît. En parlant de ce dernier point, une blague courante fait référence à l'Europe comme à un musée à ciel ouvert du monde. Voyons cela de façon perverse. À l'ère de l'intelligence artificielle, l'humanité cherchera l'authenticité et le génie humain. J'affirme que les villes européennes enchevêtrées, théoriquement impraticables, gagneront encore plus aux yeux de la population humaine dans son ensemble. L'Europe n'est pas seulement une destination touristique, mais aussi un excellent lieu de vie grâce à l'essor du travail à distance. Comparons cela, par exemple, au nouveau lotissement sans âme de Chizing.
Voilà pour la digression. Le tableau général est aussi assombri par le risque de bouleversements géopolitiques, comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie en Europe. La Chine et l'Amérique poursuivent leur rivalité, aux conséquences potentiellement plus graves, alors que les guerres commerciales les touchent déjà durement. À ce plateau impérial s'ajoutent des acteurs de taille variée au potentiel significatif. Les tigres asiatiques, récents ou anciens, comme le Japon, la Corée, l'Indonésie, le Vietnam, la Turquie, l'Arabie, l'Iran au Moyen-Orient, la Russie surplombant l'Europe, le Mexique et le Brésil observant les États-Unis au sud, ou l'Afrique encore indomptée. Ils ajoutent aussi de nombreux facteurs pouvant influencer positivement ou négativement les perspectives d'un pôle de puissance selon le scénario. L'environnement semble actuellement favoriser la Chine avec un fort échange économique et les États-Unis sans rivaux naturels. Pour l'Europe, la Russie, le Moyen-Orient et les migrants sont un problème. Mais en sera-t-il toujours ainsi ? Certainement pas. En conclusion, revenons au cycle impérial évoqué plus tôt. On dirait que les Américains sont à leur apogée, les Chinois en croissance et l'Europe en déclin. Pour l'Amérique, tout va bien, mais la situation va empirer. Mais est-ce certain si les problèmes internes sont effectivement maîtrisés comme il y a 100 ans et si la puissance issue de l'intelligence artificielle est effectivement adaptée ? L'Amérique n'a absolument pas abandonné la palme de la primauté. Je n'exclurai pas non plus un retrait américain vers plus d'isolationnisme dans le Pacifique. La question reste encore en développement. Dans le cas de la Chine, la phase actuelle place le royaume du milieu sur une trajectoire ascendante et signifie potentiellement la prise de la palme de la primauté. Cependant, de nombreux problèmes peuvent l'entraver. Cela signifierait que Pékin n'est pas en croissance, mais à son apogée, inférieur à celui des États-Unis. L'Europe est en déclin sur cette roue, surtout comparée à sa position au XIXe et début XXe siècle, ce qui semble incontestable. Mais l'Europe, sa partie occidentale après des guerres dévastatrices, a pu en 4 décennies, d'ici les années 1980, se transformer si rapidement que son produit intérieur brut, cumulé, était à nouveau le plus élevé du monde. La décadence, c'est la paresse et l'engourdissement. En Europe, une agitation est perceptible, mais ses effets restent minimes pour l'instant. Le système démocratique implique que si la classe politique actuelle échoue, une autre la remplacera. Comme prochaine étape d'adaptation aux conditions changeantes, l'ouverture du vieux continent est généralement perçue comme une faiblesse. Mais l'historien suédois Johan Norberg, dans son livre Peak Human, où il décrit l'ascension et la chute des empires, avance une thèse différente. Le livre paraîtra en septembre, mais a déjà été présenté dans The Economist. Le périodique rapporte que selon Norberg, les empires qui ont remporté la rivalité l'ont fait parce qu'ils étaient plus ouverts au commerce, aux étrangers et aux idées qui allaient à l'encontre du statu quo. Lorsqu'ils se sont refermés, ils ont perdu leur éclat d'antan. Athènes en est un exemple. Athènes était bien plus que le berceau de la démocratie. Sa prospérité venait d'un libéralisme marqué selon les normes asiatiques, avec des droits de douane faibles et une grande ouverture aux étrangers. Cette cité-État a offert des opportunités économiques inédites, illustrées par la réussite d'Asiens, ancien esclave syrien devenu l'un de ses habitants les plus riches. D'après l'Institut Fraser, groupe de réflexion canadien, les anciens Athéniens bénéficiaient d'une liberté économique supérieure à celle de toutes les nations modernes, y compris Hong Kong et Singapour. Bien sûr, des barrières bien placées, tarifaires ou physiques, sont utiles, mais un excès peut provoquer un effondrement interne, comme le montre Norberg. Pour d'autres facteurs clés, l'auteur avance la méritocratie et l'état de droit, la tolérance ou la liberté intellectuelle. Tout cela montre que rien n'est acquis pour toujours. Les 3 centres de pouvoir sont dans une boucle continue d'adaptation et de transformation plus ou moins consciente. Si à un certain moment, ils cessent d'apporter des solutions créatives à leurs problèmes, ils chutent pendant un certain temps, comme la Chine sous la dynastie Qing pendant 1 ou 2 siècles ou l'empire abbasside pour toujours. Peut-on finalement vivre dans un monde où ces empires libres
coexistent en équilibre et harmonie. Oui, je pense que c'est inévitable. Cela ne veut pas dire que les frictions et les conflits prendront fin. Mais au fil des siècles ou des millénaires, on remarque une tendance à la convergence mondiale, et derrière cela se trouvent des changements technologiques, culturels, économiques et moraux. Pour parler franchement, jusqu'à récemment, la couleur de la peau pouvait définir si quelqu'un était une espèce humaine digne, et de plus, un humain pouvait être la propriété complète d'un autre humain. Ainsi, en laissant l'imagination libre et en envisageant un horizon de plusieurs centaines ou milliers d'années, les divisions actuelles, par exemple nationales, pourraient être incompréhensibles pour nos successeurs. D'autant plus que l'exploration efficace de l'espace nécessitera un consensus mondial, comme les nations européennes, forcées de rechercher entente et communauté face à des opportunités et menaces communes. Toutes les nations devront-elles en faire autant face aux défis et opportunités de l'immensité de l'univers? Peut-être ne parlerons-nous plus d'empire américain, chinois ou européen, mais de l'empire de la Terre,